Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Burkina, du Mali et du Niger. Avec cette interrogation, l'insécurité alimentaire gagne-t-elle du terrain? En tout cas, c'est ce que conclut un communiqué de l'ONG internationale américaine International Rescue Committee. C'est une organisation non gouvernementale humanitaire qui intervient donc dans le domaine humanitaire dans plusieurs pays, dont les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Et dans son rapport périodique, et cette ONG estime que 7,5 millions de personnes connaissent une insécurité alimentaire sévère au Burkina, au Mali et au Niger, ce qui est une forte augmentation par rapport aux chiffres de l'année dernière qui était de 5,4 millions de personnes dans ces trois pays. Et donc en une année, on a connu une forte augmentation de 2 millions 100 par rapport au nombre de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire sévère. Selon ce communiqué, cette insécurité peut s'étendre, si on y prend garde, à d'autres pays comme le Tchad, comme le Cameroun et comme d'autres pays comme le Nigeria également, qui sont très proches donc de ces pays du Sahel et qui doivent déjà commencer par tout faire pour faire face à cette insécurité alimentaire. 2,1 millions de personnes viennent s'ajouter au chiffre de l'année dernière en matière d'insécurité sécuritaire, d'insécurité alimentaire sévère. Voilà, c'est insécurité alimentaire sévère, Louis. Oui, mais je crois que l'insécurité alimentaire devient un sujet préoccupant dont on parle depuis cette génération. Et donc les causes, vous les connaissez. Je pense que on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est quand vous voyez aujourd'hui le climat, le temps qu'il fait, quand vous voyez les changements climatiques, quand vous voyez comment l'été devient encore plus chaud et l'hiver plus froid. Donc je pense que c'est des choses en fait qui contribuent énormément à l'insécurité alimentaire. Maintenant, comme vous l'avez dit, quand vous prenez par exemple le rapport mondial sur les crises alimentaires, on nous dit que près de 282 millions de personnes dans 59 pays ou territoires ont souffert d'une faim aiguë en 2023, soit plus de 24 millions de plus que l'année précédente. Ça veut dire que le sujet devient épineux et ça devient intéressant et que ça ne touche pas que les pays du Sahel dont vous avez qu'on est en train de citer le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Tout simplement, c'est pour dire que c'est pas parce que ces pays-là ont connu récemment des coups d'État que l'insécurité alimentaire devient préoccupante chez eux. C'est un sujet d'ordre national, c'est un mal, c'est un phénomène qui touche toute l'humanité. Et je crois que tant qu'on aura du mal justement à répartir légalement les ressources du pays, tant que on ne va pas veiller à ce que le changement climatique en fait nous fouette de plein pied, je pense qu'on va continuer par vivre ces crises-là. Donc je crois que ça n'a rien à voir, ce n'est pas typiquement en fait un sujet du Sahel central. Ouais. Donc c'est un problème d'ordre général comme je l'ai dit. Et donc moi c'est pour ça alors que je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans le rapport que tu viens de lire, on met juste le focus sur le Burkina Faso, le Mali. Donc et le Niger. Et le Niger. Et la preuve, c'est que quand vous parcourez un peu le rapport, on nous dit que ça s'étend en Afrique centrale. On a cité quelque part le Cameroun. On a cité le Tchad. Le Tchad et tout. Donc, ça veut... Même en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas seulement ces trois pays. On a parlé du Nigeria aussi. Voilà, il y a le Nigeria. Maintenant, quand on parle de faim aiguë, je pense que c'est un peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Quand vous prenez par exemple, en fait, nous sommes au Togo, on sait à peu près comment est-ce que nous vivons. Donc il y a la faim un peu partout, hein. Les gens ont du mal à s'offrir au moins 2 repas par jour. Et donc ça veut dire que c'est un problème, comme je ne le dis jamais assez, c'est un problème d'ordre général. Et s'il faut justement des solutions, il faut des solutions mondiales. Maintenant, quand on nous fait croire que c'est seulement au Burkina Faso, au Mali ou au Niger que cette situation sévit, je suis tenté de dire qu'on est en train de fausser les débats, on est en train de fausser le calcul. Il ne faut pas que les gens nous font croire à tout bas que la présence occidentale dans le Sahel est indispensable. Ça ne veut pas dire que si les pays occidentaux ne sont plus dans le Sahel, ce sera le chaos, non. Je crois que ce qui se passe en Afrique se passe également en Occident, ça se passe également en Ukraine, ça se passe en Haïti, ça se passe en Israël. La sécurité alimentaire
c'est l'apanage en fait de tous les pays aujourd'hui. Sauf qu'il faut préciser que le rapport ou le communiqué qui vient rendre public ce rapport-là précise qu'il y a plusieurs facteurs dont les principaux sont les chocs climatiques, comme vous venez de les citer, mais aussi l'insécurité, d'où on met l'accent sur ces 3 pays qui font face à une insécurité marquée surtout par le terrorisme depuis plusieurs années. Quand on parle d'insécurité, on veut nous faire croire qu'il y a crise en fait au Mali. On le sait très bien, c'est pas qu'on veut nous faire croire. Quand on parle d'insécurité, on parle de conflit. Oui. Quand vous parlez de conflit, le conflit... On parle surtout du terrorisme dans ces pays. Du terrorisme en fait, c'est-à-dire que l'absence de conflit, l'absence de la guerre ne signifie pas absence de conflit. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en crise ou bien sont en conflit qu'on va dire que forcément que les choses ne marchent pas chez eux. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre qu'il y a le conflit. Il y a des pays où vous n'entendez jamais des armes crépiter, mais en réalité, il n'y a jamais eu de paix dans ce pays-là. Ça veut dire que le problème en soi ne s'explique pas les conflits, ne s'explique pas les attaques terroristes dont vous venez de parler. Le problème en réalité est ailleurs. Moi, j'ai d'abord beaucoup mis le curseur sur les changements climatiques. Parce que quand vous ne voulez pas ajouter les crises sécuritaires. Les crises sécuritaires en font partie, mais ce n'est qu'un épiphénomène en fait. Je suis tenté de le dire. Ce n'est pas le nœud du problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'insécurité, comme vous le dites en fait. Ce n'est pas, c'est parce qu'il y a le terrorisme. Non. Quand on parle tout à l'heure de Cameroun, depuis que Paul Biya est au pouvoir. Paul Biya, il y a combien de terroristes en fait au Cameroun? Au moins il veille au grain. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont connu récemment des coups d'État que la situation... On n'a pas parlé de coup d'État, on a parlé de terrorisme. Je sais que vous voudriez faire le lien, mais on n'a pas parlé de coup d'État. J'ai lu des articles sur le sujet dans lequel on traite réellement ces régimes-là des régions, on traite des putschistes et tout. Ça dépend de l'orientation donnée par les gens par après. Non, je crois si tu le permets, Louis, c'est pour apporter de l'eau à ton moulin. Cette ONG, elle est américaine, oui. Et cette ONG, on sait les relations des États-Unis avec ces pays de l'Alliance du Sahel. Donc là où... que c'est pas la première année que cette ONG sort ce genre de rapport. Ce n'est pas la première année, mais je voudrais juste abonder dans le même sens que Louis lorsqu'il parle de ces États de l'AES ciblés comme des États de coup d'État. Donc je voudrais juste qu'on puisse voir un papier, un article, quelques parties d'un article de La Voix d'Amérique qui est une caisse de résonance de ce truc-là. Donc ils disent dans le papier, le Burkina Faso, le Mali, le Niger figurent sur la liste des 46 pays les moins avancés établis par l'ONU. Ils sont dirigés chacun par des militaires arrivés au pouvoir par un coup d'État et subissent les violences meurtrières des groupes djihadistes. Donc l'angle de traitement déjà trahi. Et bien ils ajoutent, après avoir obtenu le départ de l'armée française de leur sol, les 3 pays se sont regroupés au sein de l'AES. Ils ont trouvé de nouveaux partenaires dont la Russie. Samedi, donc ça s'est prostitué, des instructeurs russes ont notamment livré au Niger des produits de première nécessité. Donc je crois que ce traitement, cet angle de traitement trahit déjà, disons, l'esprit dans lequel le rapport est sorti, si ce n'est pour noyer, parce que ces puissances-là ont échoué sur le plan politique pour renverser la tendance sur le plan politique. Donc aujourd'hui, il faut alarmer le monde entier, comme quoi les gens sont en train de mourir de faim. Mais je ne pense même pas, même quand on met devant cette scène un Africain, Moduso, qui est le vice-président de truc là. Donc je crois que les gens sont des marionnettes pour ces puissances-là. Pourquoi est-ce que c'est le vice-président qui va faire cette déclaration et le président même qui est américain? Donc là, il faut toucher les Africains. Donc il faut se servir d'un Africain pour essayer de raconter la merde. Donc c'est l'idée, c'est que je soutiens le développement de Louis Kamako. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ce rapport
si alarmant. Et je suis tenté de me dire de quoi je me mêle. De quoi je me mêle parce que les pays de l'AES même ne crient pas encore à cette situation désastreuse. Et vous allez voir même que dans les paragraphes de l'article que je viens de lire, ils n'ont même pas insisté sur le cas du Cameroun, du Tchad. Parce que là, tout va bien. Ils sont en de très bons termes avec ces États. Ce sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui les embêtent. Donc, il faut jeter de l'opprobre sur ce pays. Ce n'est pas du tout gai. Alors, Louis, donc, vous avez vraiment eu de l'eau pour votre moulin. C'est juste pour dire que c'est des sujets en réalité. Pour moi, ce sont des événements non loin. C'est-à-dire que ces rapports-là, moi, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais est-ce qu'au-delà, il n'y a pas quand même une réalité derrière? La réalité, elle est où? La réalité, c'est peut-être, quand on parle d'insécurité alimentaire, il faut peut-être trouver aussi la cause ailleurs. Okay. Le monde a connu en 2020 ce qu'on a appelé la crise à coronavirus. Et à un moment donné, toutes les économies étaient au point mort. Après, on a vu la guerre russo-ukrainienne avec tout le problème de céréales que le monde entier en a eu. Donc, je crois que les causes en réalité, ces causes, on peut aller les chercher, les évoquer ailleurs. Mais quand vous voyez tout à l'heure l'article que le doyen a lu de bout en bout, on a tout fait. Pour faire le lien entre le coup d'État. Pour faire le lien avec le coup. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a crise dans ces pays-là que le pays connaît une insécurité alimentaire. C'est malhonnête en fait de la part de ceux-là de vouloir faire cette similitude. Et comme je le dis, je ne le dirai jamais assez, il ne faut pas que les gens continuent par nous croire que la présence occidentale dans le Sahel est indispensable. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, peut-on dire que l'insécurité alimentaire gagne du terrain dans ces pays du Sahel central? C'est notre interrogation. Je viens à vous, donc, Gabin Adjaro. Selon ce rapport de IRC, le Sahel, notamment le Sahel central, le Burkina, le Mali et le Niger, font face à une insécurité alimentaire sévère et 7,5 millions de personnes sont concernées par ce phénomène, une augmentation de 2,1 millions par rapport à l'année dernière. Bon, vous savez, c'est assez triste quand moi je lis ce genre de rapport sur les pays africains, surtout sur les pays du Sahel, parce que là, ce sont des gens qui viennent de sortir d'une situation, qui sont en train de sortir d'une situation assez difficile, situation de terrorisme et tout. Ils sont en train de lutter contre les gens armés sur le terrain et autres. Et voilà qu'on leur mène une guerre de communication si ardue. C'est une guerre de communication, moi je le dis, parce que pour les affaiblir, pour dire que bon voilà, vous êtes venus mais vous ne gérez pas bien votre pays, les populations sont affamées. Sauf que jusque-là, dans ces trois pays, on n'a pas constaté un mouvement ou bien une manifestation qui dit que bon voilà, nous sommes affamés, on a besoin de nourriture et autres. Vous savez, juste dans la région Afrique de l'Ouest, le Mali est le deuxième producteur de céréales. Après le Nigeria. De 2023 à 2024, le Mali a produit près de 9,9 millions de tonnes de céréales. Ils ont de très bonnes prévisions et justement pour l'année prochaine également. Le Burkina en a produit 5,4 millions. Le Niger, même s'ils ont connu un taux déficitaire lié à la sécheresse et autres, c'est quand même 3,4 millions. Donc, on peut dire que ce sont des gens qui sont en train de faire des efforts au niveau agricole. On ne peut pas me dire aujourd'hui que, bon, voilà, ils ont une population qui a tellement faim, ils sont en train de crier à haut, ils sont dépités. Mais non, quand même. Ils ont tellement tout fait, à un moment, pour faire retourner la population contre ces gens-là qu'ils n'ont pas pu. Maintenant, ils veulent aller sur le terrain de l'humanitaire pour faire en sorte que les gens croient. Et les gens voient de l'extérieur que bon voilà, ils ont pris le pouvoir, mais en réalité, ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins primaires des populations. Mais nous sommes dans une zone où il pleut régulièrement et autres, mais on importe du tomate, de l'oignon, de l'ail et beaucoup d'autres choses de ces gens-là. Or, eux, ils sont dans une zone désertique, ça veut dire que ce sont des populations qui se battent et moi, je n'aimerais jamais qu'on mette les efforts de ces gens-là à plate couture. Qu'on dise que non, il ne faut rien, le gouvernement ne fait rien. Mais la dernière fois, Ibrahim Traoré a encore remis des engins aux agriculteurs. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont en train de faire des prévisions. Ce sont des gens qui sont là pour travailler et qui travaillent d'ailleurs pour le bonheur de la population. On sait tous, le problème de famine, ça existe un peu partout dans le monde.
Mais dans les pays occidentaux même, il y a des gens qui ont faim. On ne peut pas me dire le contraire. Il y a des gens qui tendent la main, qui demandent des pièces un peu partout. Il y en a un peu partout. En Somalie, il y en a plein. Mais bizarrement, on n'a pas touché du doigt le problème de la famine en Somalie. On n'a pas touché du doigt le problème de la famine au Soudan. On n'a pas touché du doigt le problème de la famine peut-être au Bénin à côté ou bien au Ghana ou encore au Togo. Parce que nous aussi, on a faim. Mais je ne sais pas pourquoi cette prétention-là fait croire que bon, voilà les 3 pays que les militaires ont pris. Donc, eux, ils ont faim parce que les militaires n'arrivent pas à assumer leurs besoins primaires. Mais quand même, alors vous rejoignez quand même la logique d'argumentation de oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Pour vous, c'est... Bien sûr, c'est une campagne de dénigrement qu'on est en train de faire contre ces régimes-là. J'aurais aimé qu'on fasse une analyse sur la production que faisaient ces pays-là entre-temps, sur comment ils arrivaient à manger entre-temps, et puis qu'est-ce qui s'est passé après la prise de pouvoir par ces gens-là. J'aurais aimé qu'on fasse une analyse sur ce terrain-là pour voir. Voilà. Or, on a constaté, selon toute l'analyse, que après la prise de pouvoir, que ce soit de Goïta, de Tiani et de Ibrahim Traoré, la production agricole dans ces pays-là, du moins des céréales, a augmenté sensiblement. Alors, peut-on dire que ces gens-là ne font rien pour assouvir aux besoins de la population, ou bien ils font quand même de leur mieux, mais comme le besoin est tellement grand, ils ne sont pas arrivés quand même à satisfaire tout le monde. Voilà, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, au lieu de toujours vouloir dénigrer. Le doyen vient de lire un article. Ça veut tout dire. Qu'on pointe du doigt à la Russie, qu'on dit non, ils ont... Mais voilà, et les régimes militaires et autres. Mais quand même, ça veut tout dire. Ce sont des gens qui veulent faire croire que, voilà, c'est parce que ce sont des régimes militaires qui a la famine. Or, je ne vois pas les Burkinabés, les Maliens. Ce sont ces peuples-là, ce sont des peuples tellement fiers que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils se lèvent et le disent. Mais quand on me dit aujourd'hui non, ils ont faim, et que la population même dit on n'a pas faim, on soutient celui-là qui est au pouvoir. Mais c'est pas quelqu'un qui est de l'autre côté de la mer qui va me dire que ces gens-là, ils ont faim. Alors que moi, je suis à côté d'eux. Je travaille avec leurs frères. Il y a les Burkinabés au Togo ici. Il y a les Maliens, il y a un peu partout. Dans ces pays, donc ils font les rapports sur place, pas qu'ils sont de l'autre côté de la mer. Ils sont représentés par qui? Ils ont questionné combien de populations, combien d'habitants, oui, pour savoir que réellement, ils ont faim. Ou bien ils veulent qu'ils mangent du pizza, du hamburger, de autres là, avant qu'ils sachent que bon, réellement, ils n'ont pas faim. On n'a pas besoin de ça. Ces gens-là mangent à leur faim, sont des populations très fières et moi, je suis content de ces populations-là. Ils sont en train de travailler. Vous produisez jusqu'à ce que vous exportez vos productions. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain. Il faut juste les accompagner. Merci beaucoup. À vous, Gabin Diarraud. Je comprends à peu près l'indignation de Gabin. Je pense que c'est le même sentiment que tous Africains doivent avoir. On en a marre de cette façon-là pour les Occidentaux, en fait, de tout peindre en noir. Vous voyez tout le temps, c'est-à-dire que tout petit, on voyait en fait, sur les chaînes de télévision internationales, c'est toujours l'image, la mauvaise image de l'Afrique qu'on présente. On présente le continent comme étant un continent dans lequel il y a la faim, la précarité, où les gens même ne se vêtissent même pas. C'est-à-dire qu'on pensait que nous toujours à la période d'Adam et Eva. Et donc, c'est de n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est des images, c'est des rapports en réalité qui doivent provoquer de l'indignation et en fait, de la colère chez les dirigeants. Ils doivent commencer par justement en fait répondre en fait du tic au tac concernant ces genres de rapports, parce que non seulement ça dénigre, mais aussi ça salit l'image de tout un continent et de tout le travail que nos dirigeants font. Merci beaucoup à vous. Louis Kabako, alors mais je viens à vous maintenant, Credo, même si je connais déjà votre position sur le sujet.
L'insécurité alimentaire est-elle en train de gagner du terrain dans ces trois pays, Mali, Burkina et Niger, comme le prétend ce rapport de International Rescue Committee? Parce que c'est ce qu'ils disent, 7,5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire sévère, et l'année dernière, c'était plutôt 5,1 millions, 5,4 millions, excusez-moi. Oui, Guillaume, avant de répondre à cette question, donc je voudrais poursuivre l'exercice. Donc j'avais parlé de VOA Afrique, mais je voudrais juste lire quelques paragraphes d'une dépêche de journal français Le Monde avec l'AFP qui a été publiée hier à 17h10, mais a modifié à 21h28. Donc, l'introduction, même le chapeau, bien l'amorce même de l'article trahit, disons, tout ce qui se cacherait derrière cette campagne-là. On dit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, pays dirigés par des juntes et minés par les violences des groupes djihadistes, 7,5 millions de personnes connaissent une insécurité alimentaire sévère, a alerté lundi 6 mai l'ONG américaine dont tu maîtrises un peu le nom. C'est IRC quand même, vous connaissez cette ONG. Non, c'est la définition là. Donc c'est une ONG américaine. Oui. Au moins nous sommes dans le même domaine de définition, donc ça suffit. Et là, il y a toujours le journal Le Monde qui a écrit un autre papier qui dit hausse de la malnutrition des enfants au Sahel, en faisant allusion à ces trois pays. Je cite, sans assistance, les conséquences seront extrêmement graves. Donc c'est là où ils se sont un peu dévoilés. Vous voyez qu'ils ont toujours cette soif de dominer ces pays. Donc en parlant de malnutrition et de la gravité de la situation, donc les assistances vont venir d'où? Vont venir des États-Unis, de la France. Donc c'est comme le retour aux sources pour ces pays. Donc c'est dire que il faut, je crois qu'avec ces rapports-là, il faut que nos dirigeants prennent leurs responsabilités parce que c'est des embêtements de premier degré que nous avons. Donc, il y a d'autres structures à Amnesty International. Des fois, tu te poses des questions si les rédacteurs même de ces rapports ont vraiment questionné le terrain ou bien ils se sont cantonnés. Guillaume me dira qu'ils ont des correspondants. Mais est-ce que ce sont les remontées d'informations telles que... Pas des correspondants, ils sont localisés sur ces... Non, localisés, donc je parle en termes de remontées d'informations. Donc, je ne parle pas du local ou bien de l'implantation, mais est-ce que dans quelles conditions les recueils d'informations ont été fait et quel est le traitement accordé à ces informations si ce n'est que de noircir ces États pour essayer de leur mettre le maximum de pression, comme quoi sans nous vous ne pouvez rien faire. Donc quand le journal Le Monde nous relate le fait que sans assistance de ces pays, donc les conséquences seront encore plus graves, c'est une façon d'atomiser la situation pour dire sans nous vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc vous ferez mieux si vous voulez connaître la paix, vous ferez mieux de nous accueillir encore à bras ouverts. Donc tout cela participe à une certaine manipulation de l'opinion et à créer une certaine psychose pour essayer de monter les populations autochtones contre leurs dirigeants. Alors, j'ai une question pour mieux comprendre. Doit-on commencer finalement par se méfier de ces rapports ou plutôt des médias qui les traitent sous d'autres angles? Non, mais je crois que c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux aussi. C'est les deux aussi parce que les sociologues vous diront comment on fait les études. Ah oui. Donc, ça obéit à des canevas. Est-ce que ces canevas ont été respectés? Et la production même de rapports par ces structures qui se disent spécialisées et qui viennent tous de l'autre côté de la mer. Donc, on sent qu'il y a un besoin derrière, il y a un désir derrière. Et la plupart de ces rapports n'ont jamais jeté des fleurs au pays, mais on sort des rapports juste pour dire que tout est noir dans ces pays. Donc là, dans les deux cas, il faut qu'on porte des gants avant de considérer ces rapports-là. Nous avons vu l'exemple quand vous allez en Europe, mais la crise alimentaire, l'insécurité alimentaire est même dans ces pays. Donc vous verrez des Blancs, des Français, des Américains qui vous demandent de l'argent, vous, en tant que touristes africains, qui vous demandent de l'argent. Et quand vous voyez leur situation, donc ça ne leur importe pas. Donc c'est pour parler de ce qui
qu'ils ne maîtrisent pas bien et on sort des rapports. Mais les SDF, les sans-emploi, les sans-domicile fixe qui sont dans leur pays et qui souffrent, qui arrivent à peine à manger, mais ils peuvent documenter cela aussi. Et s'ils ont la solution magique, qu'ils commencent par régler le problème dans leur pays, que de nous assommer à tout moment avec ces rapports qui sont dirigés. Merci beaucoup à vous. Donc le problème, c'est autant les rapports que les médias qui publient des articles sur ces rapports. Oui, je suis tout à fait... non, mais ça c'est mon analyse. Non, mais ce n'est pas juste la parole d'un directeur de publication, mais je crois que Guillaume joue bien son rôle de modérateur. Mais même convaincu, donc c'est une façon de nous faire parler. Donc sinon, Guillaume est du même avis que nous. Moi, je n'ai rien dit. C'est la parole d'un directeur de publication. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas d'accord sur le contenu d'un article, vous ne le passez pas. Le titre de directeur de publication, c'est aussi ça. Vous êtes rédacteur en chef, vous analysez en fait les contours. Est-ce que ce qui est dit, est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce qu'il y a une authenticité? C'est comme si vous tombez sur un communiqué, par exemple sur les réseaux sociaux, et vous vous mettez à le traiter sans chercher à savoir s'il y a une part de vérité, il y a le communiqué en soi est authentique. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que on a un rapport des Nations Unies qu'on va le prendre comme une vérité d'évangile et tout de suite on va commencer par le traiter ou peut-être par le plaquer dans nos médias. Non, ce n'est pas ça, je ne suis pas comme ça. Ça veut dire que une fois que vous le traitez, ça veut dire qu'en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, vous êtes d'accord avec le producteur de ce rapport-là. Parce que ne vous souvenez pas, parce que ce qu'on fait aussi, il peut arriver des fois qu'on porte plainte contre vous. Effectivement. Et si vous publiez un tel rapport et que le concerné ou bien les interpellés ou bien ceux qui sont cités dans le rapport ne sont pas d'accord et saisissent la justice, ce n'est pas le producteur du rapport qui va se présenter devant les tribunaux, mais c'est vous. Et là, vous direz que vous avez pour preuve le document. Voilà, maintenant, ça reviendra en fait aux avocats ou bien ça reviendra à la justice de vérifier si les preuves dont vous brandissez là sont prenables ou bien sont fiables. Voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire on ne peut pas se cacher derrière une agence pour relayer des informations, pour relayer des sons de cloche. Alors, Louis, vous êtes également, disons, journaliste. Je voudrais vous poser cette question. Ce que vous fustigez, est-ce le rapport ou l'angle de traitement de certains médias? Le rapport en soi-même laisse à désirer. On l'a dit tout à l'heure. Le fait pour eux de mettre le focus sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, il n'y a aucune objectivité dedans. Je suis désolé de vous le dire de façon drue. Il n'y a pas d'objectivité dans ce rapport. Et parce qu'on l'a toujours dit, on est unanime ici, que l'insécurité alimentaire, c'est un sujet préoccupant. Oui. Et ça concerne en fait aujourd'hui tout le monde entier. Ce n'est pas seulement dans les pays où les militaires sont au pouvoir que le sujet devient prédominant. L'insécurité, on en a partout. D'abord, c'est ça. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a eu certaines subjectivité. Le rapport est à remettre en question. À remettre en question parce que c'est subjectif en fait. Quelqu'un est venu mettre son avis, quelqu'un est venu donner son opinion. Et un média sérieux ne doit pas le relayer. Voilà. Et donc, si je comprends bien, et le rapport et les médias. Merci beaucoup à vous. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de revenir à vous, Gabin. Je suppose pas de soucis, c'est la même analyse. Les deux journalistes du plateau ont parlé. Et donc, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.